Bien, on va pouvoir commencer. Donc, merci beaucoup de vous être rendu disponible pour ce premier webinaire de la DAN dans sa nouvelle série de webinaires Decipher Crypto. Donc, ce premier webinaire portera sur le PLF. Il est intitulé Après le PLF 2023, qu'attendre de la fiscalité des actifs numériques en France. Donc, pour ce PLF, nous aurons la chance d'accueillir un panel d'experts membres de notre association qu'on pourra présenter a posteriori. Peut-être avant de les présenter, rappeler un petit peu ce que fait l'ADAN et ses missions. Donc, l'ADAN est l'association professionnelle représentant le secteur crypto en France. Nous avons été créés en janvier 2020 et représentons à ce jour plus de 200 membres avec une équipe de 5 collaborateurs. Nous avons pour objectifs principaux de promouvoir la croissance de l'industrie des actifs numériques à l'échelle française et européenne, afin de construire et clarifier les réglementations nationales et européennes, améliorer aussi les relations entre les acteurs du secteur natif et les institutions européennes et les acteurs plutôt traditionnels, et enfin favoriser une meilleure compréhension de cette nouvelle classe d'actifs et de sa technologie sous-jacente, la technologie blockchain, face à certaines idées encore préconçues qui existent autour de cela. Et c'est tout l'objet de cette nouvelle série de webinaires qui viendra décrypter une diversité de sujets. Donc pour aujourd'hui, on va parler de fiscalité des actifs numériques et des travaux qui ont été menés ces derniers mois au sein de l'association et de son groupe de travail fiscalité et comptabilité dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023 afin d'améliorer la fiscalité applicable aux actifs numériques, parce que vous allez le comprendre, oui, il existe aujourd'hui beaucoup de flous fiscaux autour de cette nouvelle classe d'actifs. Et donc, ça va être tout l'objet de les décrypter et d'essayer de trouver les nouveaux points d'amélioration qu'il y aura à avoir à l'avenir. Mais avant de commencer, peut-être présenter un petit peu nos panélistes. Donc, je vais commencer avec Pierre. Pierre Morisot, qui est le CEO de Waltio. Waltio, qui est une solution qui permet aux professionnels et aux particuliers de procéder à leur déclaration fiscale de manière plus simple et transparente. On aura aussi la chance d'accueillir Cédric Pavao, qui est avocat fiscaliste chez Parelli Avocat, cabinet d'avocats spécialisé en fiscalité des entreprises sur les sujets nouvelles technologies avec une appétence particulière pour les sujets crypto, bien sûr. Cédric est donc le co-rapporteur de notre groupe de travail fiscalité et comptabilité. On sera aussi avec Axel, maître Axel Saban, avocat fiscaliste chez Revo Avocat, qui travaille principalement sur des sujets de fiscalité des entreprises, uniquement sur les sujets en lien avec les actifs numériques. Axel est le rapporteur de notre groupe de travail fiscalité et comptabilité. Et enfin, on sera avec Dorian Rabaud, qui est docteur en droit fiscal et anciennement chargé de mission fiscale au sein de l'association. Donc, c'était Dorian qui travaillait au sein de l'équipe interne de l'ADAN et avec le groupe de travail fiscalité sur nos propositions au PLF. Donc, peut-être avant d'entamer les propositions qui ont été formulées par la DAN dans le cadre du projet de loi de finances, commencer par une petite introduction et rappeler rapidement peut-être le cadre en vigueur applicable aux cryptoactifs en matière de fiscalité. Je vais peut-être laisser la parole à Dorian. Dorian, est-ce que tu veux bien introduire rapidement qu'est-ce qui s'applique aux activités sur actifs numériques en France fiscalement? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Euh, oui, merci Hugo. Je vais bien prendre la parole et donc présenter le régime fiscal applicable aux actifs numériques. Un régime qui va être abordé ici en deux parties. Une partie relative aux particuliers, puis une partie relative aux professionnels et entreprises. Pour les particuliers, on a vraiment un régime fiscal spécifique, donc dédié aux cryptoactifs, aux actifs numériques, qui a été construit en 3 temps. Donc c'est un régime à la base, qui est né avec une doctrine administrative en 2014, qui visait seulement le Bitcoin. À l'époque, on n'avait pas toute la foule de cryptoactifs qu'on a aujourd'hui, et qui traitait de l'activité de vente de Bitcoin, l'achat-vente de Bitcoin, et précisait que si un particulier réalisait une telle activité d'achat-vente de Bitcoin, celui-ci était imposé soit au titre des bénéfices non commerciaux dès lors qu'il exerçait l'activité à titre occasionnel, soit aux bénéfices industriels et commerciaux lorsque l'activité n'était pas occasionnelle mais habituelle. Donc la conséquence, c'est qu'on était soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, et donc avec un taux marginal à 45% et une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus,
on pouvait dépasser et les prélèvements sociaux les 60% d'imposition, donc ce qui était très important. Cette doctrine a été contestée devant le Conseil d'État en 2018 et le Conseil d'État s'est positionné et a requalifié, en fait, a plutôt qualifié les cryptoactifs comme des biens meubles incorporels et pour y appliquer un régime spécifique plutôt balai des plus-values sur les biens meubles et donc avec un taux de 35%. Donc on avait un taux fixe à 35% environ et une exonération à hauteur de 5 000 euros. Puis en 2019, donc c'est vraiment dans la foulée suite à l'arrêt du Conseil d'État, dans un contexte où la valeur des cryptos avait vraiment augmenté fortement, on a créé donc le régime connu aujourd'hui de la flat tax, qui s'applique aussi aux autres catégories de revenus immobiliers comme le dividende d'intérêt, avec un taux de 30%, mais surtout une neutralité dans les échanges crypto-crypto, une exonération à hauteur de 305 euros, mais par contre une absence de report sur les moins-values, dont on va parler plus tard au titre des amendements. Ensuite, pour la slide 7, Hugo. Merci. On a donc un régime spécifique, le 150 VH bis depuis donc 2019, qui vise un champ limité, donc celui des particuliers, encore une fois, pas celui des entreprises, qui réalisent une activité donc, à titre occasionnel et qui vise donc les jetons. Donc les jetons, ce sont les droits que l'on a et qui sont en valeur numérique, qui sont inscrits sur une blockchain. Et aussi ce qu'on va appeler les crypto-monnaies qui permettent de faire une opération d'échange ou d'achat telles que les Ethereum, Bitcoin, etc. Donc, ce sont les actifs numériques au sens du code monétaire et financier qui sont visés par le texte. Encore une fois, réalisés par les particuliers à titre occasionnel, parce que ça s'entend ne pas avoir un critère d'opérations nombreuses, plutôt quantitatif, et un fait générateur qui est la cession de crypto-monnaie. C'est-à-dire que donc, les échanges crypto-crypto, eux, ne sont pas constitutifs d'un fait générateur. Par contre, la conversion d'une crypto en monnaie type euro ou autre est un fait générateur, et l'utilisation d'une crypto, d'un actif numérique pour acheter un bien ou un service, pareillement déclenche l'imposition de la flat tax. Voilà pour les faits générateurs et pour le champ d'application du 150 VH bis. Ensuite, c'est la slide 8, je ne sais pas s'il y a un petit décalage peut-être. Merci. Ensuite, on a donc un calcul d'impôt qui est spécifique, un régime qui est spécifique et une déclaration également qui est spécifique à ces activités de cryptoactifs. Et je vais laisser la parole à Pierre Morisot pour présenter cela. Si Pierre, tu veux bien prendre la parole. Super, merci beaucoup. Déjà, bonsoir à tous. Alors, pour un peu mieux détailler comment calculer ces plus-values et la moins-value, déjà, il faut comprendre qu'il y a une nécessité de suivre minutieusement son portefeuille, que ce soit l'intégralité des opérations d'achat d'actifs numériques avec donc des euros ou dollars, donc des fiat, des devises monétaires d'État, les suivre minutieusement. Être capable, il faudra, lors de chaque session imposable, valoriser l'intégralité de son portefeuille. Concrètement, être capable de donner une valeur à tous ces actifs numériques sur toutes les plateformes d'échange, tous les wallets, et puis calculer aussi, identifier le prix de cession pour chacune des opérations de cession imposable, c'est-à-dire des ventes d'actifs numériques. Donc, voilà pour comprendre un petit peu mieux le calcul. Je ne rentrerai pas dans le détail de la formule, mais on comprend un peu mieux la logique. Comme le disait tout à l'heure Dorian, le régime est en effet, tant il a un taux d'imposition unique, donc flat tax de 30%, communément appelé le prélèvement forfaitaire unique, tant en fait son régime est calculé le montant de la plus-value globale, donc qui est la somme de toutes les plus et moins-values réalisées durant l'année fiscale, est beaucoup plus fastidieux et complexe. Une mise à jour qui est nouveau pour cette année, donc depuis le 1er janvier, c'est la possibilité désormais d'opter pour le barème progressif de l'impôt, donc qui est intéressant fiscalement pour les foyers ayant les foyers fiscaux en dessous d'un certain seuil de un petit peu plus de 26 000 euros. Et donc, voilà pour ce qui est en termes de
compréhension du calcul de l'impôt et du fonctionnement du régime fiscal. Maintenant, si on prend un petit peu de recul, quelles sont concrètement les deux obligations que doit réaliser un individu, donc un particulier qui détient des actifs numériques? La première, c'est cette obligation dont on vient de parler de calculer et de reporter les plus et moins-values réalisées durant l'année via donc, le formulaire 2086. Et la deuxième est un petit peu exactement comme pour les comptes bancaires détenus à l'étranger, c'est-à-dire c'est d'informer l'administration fiscale de la détention de comptes d'actifs numériques via ce formulaire 3916 bis, qui d'ailleurs ont fusionné l'an dernier. Je veux bien, Hugo, que tu ailles au prochain slide. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on doit retenir sur ces détails de calcul et de déclaration pour un individu? Le premier point, c'est que cette déclaration de revenus, elle intervient désormais, donc depuis qu'elle a été mise en place le 1er janvier 2019, en même temps que la déclaration des plus ou moins values en actifs numériques, en même temps que la déclaration de revenus, c'est-à-dire durant le deuxième trimestre de l'année. Les dates n'ont pas été communiquées officiellement, mais selon le calendrier prévisionnel, ça devrait être cette année entre le 6 avril et le 7 juin. Et donc, comme je l'ai expliqué, il y a ces deux obligations déclaratives. Donc, un, de déclarer l'intégralité des cessions et de les calculer, et deux, d'informer l'administration fiscale de comptes d'actifs numériques. Et je viens de voir un commentaire, en effet, c'est les comptes ouverts, détenus ou clos durant l'année. Petite subtilité qui a son importance. Voilà pour ce qui était sur cette partie. Et je vais laisser donc suivre sur les opérations particulières. Oui. Aussi, un dernier petit point, on reviendra dessus peut-être après, qu'au titre d'une directive européenne, les professionnels qui font les plateformes d'échange devront elles aussi déclarer les comptes détenus par les particuliers, mais on y reviendra plus tard. C'est une obligation qui ne revient pas aux contribuables, mais aux professionnels au titre d'AC8. On y reviendra après, mais ça complète un peu l'aspect déclaratif pour dire que cette obligation ne sera plus que sur les contribuables, mais aussi sur les plateformes elles-mêmes. Donc, pour revenir sur la suite du régime actuel, on a des opérations qui ne sont pas visées directement par le 150 VH bis et donc qui posent des questions. Donc là, on ne va pas se positionner, mais c'est quand même pour évoquer un peu ces activités qui sont importantes, mais qui nécessiteraient parfois des éclaircissements sur le traitement fiscal. On a le mining, premièrement, donc le mining, pour rappel, une activité qui permet de sécuriser, de valider les transactions sur une blockchain à travers une puissance algorithmique, une puissance de calcul, pour résoudre un problème algorithmique. Et donc, cette méthode-là de consensus nécessite donc un système matériel. Et en contrepartie de cet effort pour participer au réseau, on reçoit une récompense dite de minage, qui est donc une fraction de Bitcoin. Et donc, la question se pose de savoir comment est-ce qu'on impose cette récompense. Le Conseil d'État, quand la doctrine avait été invalidée partiellement par le Conseil d'État en 2018, comme on a cité précédemment, avait aussi aussi mentionné que le minage devait être soumis à l'imposition au BNC. Bon, le problème, c'est que on voit, on peut potentiellement faire du minage sans être réellement un professionnel. On se pose la question de savoir si la perception est soumise à l'imposition ou si c'est seulement la cession de la récompense de minage qui est soumise à l'imposition. Pareillement pour le staking, qui est aussi une méthode de validation des transactions sur une blockchain, mais sans se lier qu'à la puissance de minage, mais sur une preuve liée à l'enjeu qu'on a mis, donc des jetons qu'on détient, imaginons donc des Ethers, et qu'on met en jeu pour valider des transactions. Et si on valide une bonne transaction, on a encore une fois une récompense. Là, pareillement, ce n'est pas forcément la puissance de calcul, mais plutôt l'argent que l'on met en jeu qui est récompensé. Est-ce qu'on peut appliquer la même solution que pour minage? Ce sont des questions qui se posent. D'autres questions se posent aussi sur le lending, sur le prix cryptoactif. Est-ce que cela doit être constitutif plutôt d'un revenu passif ou alors être imposé directement? Pour les airdrops, encore une fois, un autre sujet qui n'est pas abordé par les textes directement, lorsqu'on nous donne gratuitement des jetons pour une campagne publicitaire ou autre, comment les comptabiliser, comment les taxer, seulement à la session ou aussi à l'entrée. Voilà, ce sont des questions qui restent posées.
Donc voilà pour le régime des particuliers. Est-ce que juste, Dorian, on peut aller 2 minutes Bien sur le régime professionnel parce que je vois que l'heure tourne, que ça va aller très vite, 7h30. Donc, voilà, merci beaucoup. Allez, j'accélère au mieux pour les professionnels d'entreprise. Donc, slide suivant. Donc voilà, on a depuis 2023 donc, la nouveauté. Donc, on a vu la possibilité d'être imposé notamment au barème progressif d'impôt sur le revenu pour les particuliers, mais on a aussi d'autres nouveautés en 2023, notamment la distinction entre donc, ce fameux critère de trader occasionnel ou avant habituel. Et aujourd'hui, on va l'appeler non pas habituel, mais plutôt professionnel. Donc, les critères ne sont plus tellement la récurrence des transactions et le volume, mais plutôt la qualité que l'on a à être qualifié de professionnel. Donc voilà, différents critères seront appliqués pour savoir si l'on reste bien dans le 150 VH bis avec le régime qui s'y applique ou est-ce que l'on tombe dans le régime des BNC en tant que professionnel. Donc voilà pour cette précision là, sur ce sujet-là. Ensuite, juste avant par contre, on aura aussi, avant l'été en tant que professionnel en BIC et là on bascule en BNC. Donc ça aura des implications voilà, qui sont mentionnées sur la slide. On peut passer à la suivante, si tu veux, Hugo. Côté entreprise, on n'a pas de régime spécifique, on n'a pas de 150 VH bis, on n'a pas de neutralisation des échanges crypto-crypto. Par contre, on a un règlement comptable, lui, qui est spécifique, proposé en 2020, qui vient mettre à jour le plan comptable général 2014 et qui vient inclure en fait cette notion de jetons, donc les tokens, et qui fait donc un triptyque de tokens entre ceux d'utilité, ceux de paiement et les autres, notamment au titre d'ICO. Donc, ceux qui sont détenus pour plus d'un an et qui ont une vocation à être utilisés pour un projet seront qualifiés de security token, pourront être immobilisés, faire l'objet d'amortissement selon leur durée dans le temps, voire être dépréciés, notamment en bear market par exemple. Et voilà pour ces premiers jetons. Les seconds, eux, ne seront pas détenus pour être utilisés, à l'inverse des premiers, mais plutôt pour être consommés, pour être échangés, pour être inscrits en stock. Et en cas d'échange, donc, seront soumis au taux d'IS. Les derniers, eux, sont des jetons distackés que l'on pourra échanger. Et lorsqu'on les échange, ces jetons stackés, pour les mettre en jeu, pour une récompense, on considère ceci comme un emprunt. Voilà pour les principaux apports de ce règlement rapidement. Ensuite, en matière de fiscalité indirecte, on n'a pas de texte spécifique là non plus, mais on a quand même des choses importantes à vous dire. Déjà, un rappel sur la facturation entre professionnels qui reste obligatoire, toujours, peu importe qu'on soit en crypto ou pas crypto. Les mentions obligatoires doivent être précisées. Donc, le CGI vous éclairera dessus avec la liste des mentions obligatoires. Les exonérations aussi, puisque la CJE s'est prononcée assez tôt sur l'exonération de l'utilisation des crypto-monnaies en tant que moyen de paiement. Et cette exonération a aussi été étendue au-delà des cryptos qui sont seulement des fins de paiement, mais aux cryptos actifs au sens plus large. Et pour le minage, on n'a pas une exonération, mais on est plutôt dans du hors-champ, à savoir les récompenses de minage que l'on va apercevoir ne seraient pas soumises à TVA parce qu'on n'a pas de ce qu'on appelle du lien direct, qui est un critère important pour être dans le champ de la TVA. Dès lors qu'on participe en fait au réseau, que l'on met des efforts, mais qu'on ne sommes pas sûr de percevoir une récompense de minage, ce qui prive de lien direct et donc de TVA applicable. La conséquence, par contre, c'est que le droit de déduction est impacté. Et si nous sommes une entreprise qui est structurée avec des salariés et qui n'ont pas de TVA là-dessus, on peut potentiellement tomber dans la contrepartie qui est la taxe sur les salaires. Donc voilà pour les professionnels d'entreprise, pour les règles principales, on va dire. Merci beaucoup, Dorian, pour cette introduction. Donc, on comprend que depuis 2019 et cette nouvelle loi de finances qui a permis quand même de fixer un premier cadre relatif à la fiscalité des actifs numériques, on a quand même eu beaucoup de nouvelles tendances qui ont pu arriver dans le secteur. Je pense notamment aux activités sur NFT, mais aussi à toutes les nouvelles activités qui ont pu émerger directement sur l'actif numérique par rapport à l'adoption massive dont a fait l'objet cette classe d'actifs. Et donc, tout cela, ça a pu faire émerger des flous que ni les professionnels ni l'administration n'ont la possibilité de lever finalement aujourd'hui à date. Et donc, c'est dans ce contexte-là que l'association est venue présenter ses propositions pour le secteur
d'abord au PLF 2022, puis au PLF 2023. Donc, ces propositions, elles sont tant générales que spécifiques pour les particuliers et pour les professionnels. Peut-être d'abord présenter la fiscalité des particuliers et expliquer un petit peu quelles sont-elles. Donc, on va peut-être commencer par le régime d'apport d'actifs numériques en société, qui sera présenté par Cédric, me semble-t-il. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter la première problématique sur laquelle on a travaillé. Alors, je ne sais pas si tu peux mettre le slide. En fait, c'est la situation d'apport d'actifs numériques en société par une personne physique. Donc, la situation qu'on couvre, c'est l'apport, c'est le fait pour une personne de transférer la propriété juridique des actifs numériques qu'il détient à une société, en contrepartie de quoi il va recevoir des titres de la société. Cette situation, donc elle peut se justifier par une volonté tout simplement soit d'exercer une activité professionnelle, d'exercer une activité économique, commerciale, industrielle par l'intermédiaire d'une société, et donc de financer le démarrage de la société par ces actifs numériques. La problématique qu'on rencontre, c'est que cette opération, elle opère un transfert de propriété du patrimoine du contribuable au patrimoine de la société. Ce transfert de propriété, c'est un événement qui est un fait générateur d'imposition, c'est-à-dire qu'il va déclencher l'application de l'article 150 VH bis du Code général des impôts, c'est-à-dire le régime spécifique de plus-value des particuliers sur les actifs numériques, et qui, avec une méthode de calcul spécifique, mais surtout, la problématique qu'on rencontre, c'est que le contribuable associé, certes, il va devoir potentiellement calculer une plus-value sur laquelle il va être imposé, et il y aura une plus-value notamment si sur son portefeuille d'actifs numériques, il y a une plus-value latente, mais ce qu'il reçoit en contrepartie de son apport, c'est uniquement des titres de société qui ne sont pas liquides, et ils ne sont pas liquides d'autant plus que lui n'a pas l'intention, lorsqu'il les reçoit, de les céder à brève échéance. Généralement, c'est au début d'une activité, d'un projet. Lui veut s'engager durablement dans ce projet. Donc, il doit faire face à un impôt au titre de cet apport, alors qu'il n'a pas de liquidité pour faire face à cet impôt. Pour préciser, la valorisation de l'apport, elle se fait à la date de l'apport. On va prendre la valeur des actifs numériques qui transfèrent et c'est ça qui va constituer le prix de cession potentiellement imposable à l'impôt sur le donc à la flat tax, c'est-à-dire au taux de 30%. Donc, face à cette difficulté qui en fait rend impossible toute opération d'apport, c'est-à-dire que personne ne va faire des apports en contrepartie de titres de société, devoir payer un impôt dessus, surtout si, par la suite, en raison de la fluctuation, on peut imaginer une baisse de valeur des titres de sa société, de sa plus-value, enfin des actifs transférés, mais pour autant, la plus-value, elle a bien été imposée au moment de l'apport. Donc, face à cette problématique, on a voulu apporter une solution qui répond du coup à un double problème. Tout d'abord, ce problème lié à l'imposition de la plus-value, mais également, ça répond à un besoin du secteur de l'activité économique qui est de pouvoir trouver des nouvelles sources de financement. Et donc, c'est ce qu'on va faire en permettant cette opération d'apport d'actifs numériques. Et donc, la solution qu'on a trouvée, qui est inspirée d'un dispositif qui peut exister pour les apports de titres, c'est de reporter l'imposition de la plus-value, c'est-à-dire qu'on ne prévoit pas une exonération de ces actifs numériques lorsqu'ils sont apportés, mais on va calculer la plus-value, alors avec des ajustements pour prendre en compte la spécificité du calcul des plus-values sur actifs numériques. Et cette plus-value, on ne va pas l'imposer au moment de l'apport, puisque, encore une fois, il n'y a pas de liquidité, donc le contribuable associé ne peut pas payer l'impôt, mais on va le reporter au moment de soit la cession des titres qu'il reçoit en contrepartie de l'apport, c'est-à-dire à partir du moment où les titres qu'il reçoit, il décide de les transférer, là, on peut imaginer que c'est un événement de liquidité, donc le report d'imposition va tomber et il devra s'acquitter de l'impôt. Alors, il y a des exceptions si jamais en fait, les titres sont transférés à l'occasion d'une opération qui elle-même bénéficie d'un report d'imposition, comme un apport de titres. Et le deuxième événement, c'est si jamais la société qui a bénéficié des actifs numériques, donc qui en est maintenant la propriétaire, cède ses actifs numériques.
Si elle les cède, le report d'imposition tombe, mais on a quand même prévu des cas où on le maintient, parce que l'objectif, c'est quand même de pouvoir mobiliser ces actifs numériques, mais on a conditionné ce maintien à une condition de réinvestissement du produit de cession à hauteur de 75%. Et les situations qu'on vise, c'est le financement de l'activité économique. Donc, ça recouvre certaines situations telles que si en fait la société elle revend les actifs numériques pour assurer le financement des moyens d'exploitation nécessaires à une activité commerciale, économique ou industrielle, et bien dans ce cas-là, on va considérer que le report d'imposition ne tombe pas. C'est également le cas si en fait la société va utiliser ce produit de cession pour investir dans des sociétés, soit en souscrivant à leur capital, soit en achetant des parts. On vise également une série de situations de manière un petit peu similaire au dispositif de l'apport-cession, à savoir l'investissement dans des sociétés à capital risque, dans des fonds communs de placement à risque, toutes ces situations qui visent en fait à stimuler l'économie. Et donc, de ce point de vue-là, on dit, voilà, vous n'avez pas d'imposition sur l'apport, mais par contre, si vous cédez les titres, les actifs numériques reçus, vous êtes imposé, sauf si vous réinvestissez dans l'économie. Alors, on parle de manière un peu impropre de l'économie réelle, mais l'idée, c'est voilà, de faire le pont entre ces actifs numériques qui parfois ne sont pas mobilisés parce qu'on ne peut pas les apporter dans le cadre d'une activité professionnelle, dans le cadre d'une société. Et bien là, on va le permettre si ça peut aider à financer une activité économique. Donc, voilà, l'objectif, c'est celui-là, c'est d'avoir une interaction avec l'économie réelle et d'éviter d'avoir des plus-values dormantes qui ne peuvent pas être mobilisées parce que dès qu'on va y toucher, on va avoir cette plus-value, le déclenchement d'une plus-value imposable. Alternativement, je le mentionne, on avait proposé un autre schéma qui reste dans le même esprit, mais qui a un fonctionnement un petit peu différent, c'est-à-dire on fait une cession d'actifs numériques, mais si on s'engage au moment de la cession d'actifs numériques, donc c'est-à-dire une cession contre des euros, si on s'engage à réinvestir le produit de cession dans une PME qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, et là on avait visé aussi les activités culturelles, libérales, agricoles, dans ce cas-là, on peut avoir une réduction d'impôt en fonction d'un engagement de conservation des titres qu'on va avoir sur ces titres qu'on acquiert. Voilà, une réduction qui va de 33% en exonération totale si on conserve les titres pendant 5 ans. Donc là, c'était plutôt une position de repli si jamais on cherchait un autre dispositif. Mais l'objectif, c'est toujours le même, c'est on a des plus-values qui sont dormantes, enfin, en tout cas, on a pu en avoir. On a des actifs numériques qui ne sont pas mobilisés. Comment on peut, par le biais de la fiscalité, mettre en place des dispositifs pour justement exploiter ces valeurs voilà, au profit d'entreprises, de l'économie réelle, comme on dit. Merci beaucoup, Cédric, pour cette mise en lumière de la proposition de l'association sur le régime d'apport d'actifs numériques en société. Donc, une autre proposition de la DAN qui portait sur la fiscalité des particuliers, portait sur le report des moins-values sur actifs numériques. Donc, peut-être, Pierre, tu souhaites en parler 5 minutes? Oui, tout à fait. Mais ce qu'on voit en fait déjà pour comprendre sur le marché des actifs numériques, c'est que les valeurs, les cours sont particulièrement cycliques. Donc, tant il y a des années qui sont fortement en croissance et avec des portefeuilles qui sont dans le vert, tant il y a aussi d'autres années avec de fortes décroissances et de corrections de cours. Et donc, certains individus particuliers qui détiennent des actifs numériques, lors de phases de correction de cours, n'ont absolument aucune incitative économique à cash out, c'est-à-dire à céder leurs actifs numériques pour les réinvestir ou pour en tout cas les avoir à disposition pour d'autres projets. Et c'est la possibilité de report d'une moins-value globale, donc la moins-value nette, la moins-value réalisée sur l'année, pourrait être un moyen donc justement d'encourager ces individus à sortir quand ils le souhaitent et avoir un intérêt économique à le faire. Déjà, ce serait davantage de cohérence en termes d'équité avec les autres régimes fiscaux, notamment celui des valeurs mobilières. Pour un petit peu d'histoire, c'est une mesure qui avait été déjà défendue
en PLF 2022, elle avait été proposée pour un report de 8 ans. Le rapporteur général avait jugé excessif cette demande. Elle avait été retravaillée et reproposée par la DAN pour avoir un délai de 3 ans, donc après la constatation de cette moins-value. Et ce qui avait été conclu lors des débats en séance, c'était que il fallait mieux le retravailler, il fallait mieux, et donc il y avait besoin de davantage de travail pour aussi évaluer son impact pour l'administration fiscale. Donc, quand on voit qu'aujourd'hui, il y a plus de 5 millions de Français, donc études sorties par la DAN, donc 5 millions de Français qui détiennent des actifs numériques, je pense que tout le monde réalise l'évolution des cours et notamment son caractère cyclique. Je pense que c'est un moyen pertinent pour non seulement aider à encourager les individus à être en conformité, mais aussi être libres de pouvoir sortir et une partie de leur patrimoine en actifs numériques et être capable, donc, dans ce cas-là, d'investir dans d'autres classes d'actifs ou d'autres projets. Voilà pour quelques informations sur cette proposition qui avait été portée par la DAN et débattue en hémicycle. Merci beaucoup, Pierre. Est-ce que, Axel, tu souhaites rebondir peut-être sur ça? Je ne sais pas si tu as un point à ajouter ou à confirmer peut-être. Non, ce serait éventuellement juste sur la question de la mesure d'équité. En fait, il faut bien rappeler que dans le cadre des différents dispositifs qui existent en matière de plus-value et d'une manière générale sur les bénéfices ou revenus qui sont susceptibles de subir un déficit ou une moins-value, aujourd'hui, le régime de plus-value sur actifs numériques fait vraiment figure d'exception dans la loi fiscale française, à savoir que, sauf pour certains types de revenus tels que les salaires qui ne sont pas susceptibles de générer un déficit, évidemment, à cette exception près, les PVN ne sont le seul régime pour lequel il n'existe pas du tout de modalité de report. C'est pour ça qu'en fait, dans une question de mesure d'équité et d'équilibrage de la loi fiscale française, il était assez intéressant de proposer, quelles que soient les modalités dans lesquelles ce report aurait pu être acté, que au moins un certain degré de report de ce déficit puisse être retenu. Bon, ça n'a pas été le choix, ça n'a pas encore été adopté, mais évidemment, la DAN continue à porter ses propositions devant les députés de manière régulière. Exactement. Merci beaucoup, messieurs. Je vais passer directement à la proposition suivante qui avait été formulée par la DAN sur ce volet particulier, qui porte sur les AGAN, attributions gratuites d'actifs numériques, qui se calque un petit peu au sujet des attributions gratuites d'actions. Peut-être pour en parler, Axel et peut-être Cédric, si la costallerie, tu souhaites ajouter un complément. Tout à fait. Alors, je vais juste commencer par un sujet en fait qui n'est pas directement lié aux AGAN, c'est justement partir du postulat que pour beaucoup de personnes, le fait de rester en crypto, ça ne génère pas de base taxable, de fait générateur d'imposition, parce qu'il y a une confusion sur ce régime général de plus-value sur actifs numériques avec ce sursis d'imposition des opérations crypto-crypto. Il faut savoir que ce régime d'imposition, ce régime de sursis, il est spécifique à l'article 150 VH bis qui vous a été présenté par Pierre. Et donc, quand on est dans une opération autre qu'une cession à titre onéreux d'actifs numériques, on a potentiellement un fait générateur d'imposition. On peut imaginer par exemple la réception de loyers sous forme d'actifs numériques, on peut imaginer la réception de revenus de capitaux mobiliers sous forme d'actifs numériques. Bref, on peut avoir de l'imposition tant qu'on est, même en restant dans l'écosystème crypto. Dans cette perspective-là, évidemment, les salaires ne sont absolument pas épargnés. Dans le cadre du régime actuel, en fait, il y a deux conséquences des attributions gratuites d'actifs numériques. Il y en a pour le salarié et pour l'entreprise. Pour le salarié, déjà, les attributions gratuites d'actifs, soit des attributions gratuites d'actions ou d'actifs numériques, ça constitue un complément de rémunération et comme toute rémunération, c'est imposable dans la catégorie des traitements et salaires. La catégorie des traitements et salaires ne contient absolument aucune disposition permettant de différer l'imposition à une conversion de l'actif reçu en guise de rémunération. Donc, on a bien un fait générateur dans la catégorie de traitement et salaire qui se fait au moment de la libre disponibilité des tokens. Plus précisément, le fait générateur interviendra au titre de l'année
au cours duquel les tokens sont librement disponibles. La notion de libre disponibilité, il faut y faire particulièrement attention parce que ce n'est pas sur une décision de gestion propre aux salariés qu'on peut différer cette libre disponibilité. Le fait de recevoir des tokens gratuitement et de les mettre en staking autre part, pour une période bloquée, ne va pas permettre de différer cette libre disponibilité. Il faudrait que cette libre disponibilité ne relève absolument pas du choix du salarié pour avoir une imposition au moment où ces tokens sont débloqués. La base taxable pour le salarié correspondra à la valeur des tokens au moment de cette libre disponibilité, justement. Donc, on est forcément impacté par la variation des cours, sachant que, par définition, il n'y a pas de liquidité euro en face pour payer l'imposition sur ces salaires. Et on peut appliquer alors soit la déduction pour frais réels, soit l'abattement forfaitaire de 10% sur les salaires, abattement forfaitaire qui est d'un minimum, alors pour les revenus 2022, qui est fixé à un minimum de 472 € et avec un maximum de 13 522 €. Donc évidemment, on peut avoir une base taxable qui est relativement importante si les actifs numériques représentent une valorisation importante, sachant que le taux d'imposition va être celui du barème progressif de l'impôt sur le revenu, compris entre 0 et 45%, et que l'entreprise devra également, c'est le salarié, mais payé par l'entreprise, sera également redevable de cotisations sociales sur les salaires perçus d'environ 25%. Au moment de la cession, contre des euros de ces actifs numériques attribués gratuitement, comme les actifs numériques ne peuvent pas être considérés comme restant dans un patrimoine salarié, parce que ça n'existe pas, cette notion en droit fiscal, on est forcément sur le patrimoine général du contribuable. Donc, on est sur le régime de plus-value sur actifs numériques. Le fait générateur, de manière très classique, comme l'a dit Pierre, c'est au moment de la cession d'actifs numériques contre d'autres biens ou services, sauf des actifs numériques. La base taxable correspond à la plus ou moins-value réalisée sur le patrimoine d'actifs numériques et le taux d'imposition, flat tax ou barème progressif. Vous allez me dire comment on neutralise la double imposition si on est taxé à la fois en traitement et salaire et en plus-value sur actifs numériques. C'est juste que si les actifs numériques attribués gratuitement sont taxables en traitement et salaire, cette base taxable doit venir majorer le prix d'acquisition retenu pour le calcul des plus-values sur actifs numériques. Voilà pour la partie salariée. Pour l'entreprise, le salaire, évidemment, ça constitue une charge déductible pour l'entreprise, mais la rémunération, de façon très classique, là aussi, est soumise aux cotisations patronales sur les salaires. À ne pas oublier que si j'entre pas dans la question de savoir si le cours de l'actif numérique attribué a été matérialisé par contrat, si on a décidé d'attribuer X quantité de tokens pour une valeur de 5 000, 10 000, 15 000 € ou plus. Mais d'une manière générale, si c'est une attribution gratuite d'actifs numériques sans notion de valorisation, cette sortie en comptabilité de l'entreprise de l'actif numérique permettra de constater un gain en fait sur cet actif numérique, étant donné que l'utilisation d'un actif numérique en guise de paiement entraîne une sortie de l'actif à comptabiliser à la valeur vénale, donc la valeur actualisée de cet actif au jour du paiement. Voilà sur le régime actuel qui est évidemment particulièrement pénalisant. Dans le cadre des propositions de la DAN, il y avait plusieurs éléments à retenir. En fait, c'est tout d'abord sur la détermination de la valeur des jetons, afin de favoriser les attributions gratuites intervenant avant listing et donc de récompenser les personnes qui sont impliquées dès le début du projet. Il était proposé de retenir une valeur nulle de l'attribution, ce qui reviendrait en fait uniquement à augmenter la valorisation générale du portefeuille d'actifs numériques détenu par le contribuable. Et donc, le gain, en fait, ne sera imposable que si, qu'au moment de la cession d'actifs numériques dans le cadre de la flat tax. En revanche, si l'attribution intervient après le listing, on retient la valeur de marché, comme c'est le cas actuellement. Si on retient cette valeur de marché en cas d'attribution après le listing, le but était, encore une fois, pour ne pas pénaliser les contribuables, de décaler le fait générateur d'imposition jusqu'au moment où les biens sont cédés contre des euros, sachant qu'il y avait une petite subtilité où on pouvait continuer à bénéficier du régime de plus-value sur actifs numériques, notamment le régime de sursis d'imposition prévu. Donc, c'est uniquement au moment de la cession euro qu'on constate l'imposition
en traitement et salaire, qu'on constate également un gain sur actifs numériques, donc il y a du régime PVAN, mais ce gain PVAN doit être minoré du montant taxable, parce que je dis que lorsqu'on est taxé en traitement et salaire, la base taxable vient majorer le prix d'acquisition retenu pour le calcul des plus-values sur actifs numériques. Il était également proposé d'ajuster le prix total d'acquisition du portefeuille, justement pour prendre en compte ces questions d'imposition en traitement et salaire. Et dernier élément, sur le régime social applicable, afin d'éviter des cotisations sociales trop importantes lorsque les attributions gratuites sont d'un montant contenu, il a été proposé de diminuer les cotisations patronales à 20% qui devraient être payées dans le mois qui suit l'attribution, et la contribution salariale passerait à 10% et serait due au moment de la cession des actifs numériques contre des euros. Aujourd'hui, évidemment, comme la plupart des propositions qui a été formulée par la DAN, ce régime spécifique et incitatif n'a pas été retenu, mais comme le reste, la DAN n'en démord pas et évidemment continue à défendre ses propositions auprès de la représentation nationale. Oui, si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai que ce sujet-là a très bien montré la difficulté qu'on a avec les attributions d'actifs numériques aux salariés. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des salariés qui s'investissent dans des startups Web3 ou en tout cas autour des technologies de la blockchain, ils sont bien souvent beaucoup plus incentivés par la potentielle augmentation de valeur du jeton du projet auquel ils participent et auquel ils croient. Parfois, c'est même quelque chose qui est négocié plus ardemment que l'equity, comme ça a pu être le cas pour beaucoup de startups à un moment avec les plans de BSPCE ou enfin, voilà, la négociation de parts sociales. Là, maintenant, on négocie beaucoup les jetons. Mais c'est vrai qu'en l'état actuel, pour les salariés, tu as très bien expliqué pourquoi, c'est difficilement envisageable et ça fait peser aussi des risques dans le droit social pour l'employeur qui, lui, un certain nombre d'obligations au regard du prélèvement des cotisations sociales, également de la retenue à la source sur les salaires. Et on peut voir des situations où l'attribution n'est pas faite dans des bonnes conditions parce que c'est difficile de retenir une valeur lorsqu'il n'y a pas encore de marché. Et les risques, c'est vraiment le fait de devoir être imposable sur une somme que finalement le salarié ne va jamais toucher parce qu'il n'aura pas converti au moment de sa réception. Donc ça, c'est un vrai problème. Et là-dessus, il faut préciser que le champ du dispositif qui était proposé, ce n'était pas le paiement de tous les salaires en crypto, mais ça visait le paiement par attribution de jetons émis par l'employeur. Donc, c'est vraiment les jetons créés par l'employeur, c'est-à-dire par la société qui porte un projet, mais ça ne vise pas les cas de paiement de salaire en Bitcoin, sachant qu'on ne pourra jamais payer l'intégralité d'un salaire en crypto-monnaie, mais en tout cas, on peut prévoir le versement d'un complément en Bitcoin. Mais là, on vise vraiment les cas de jetons émis par le porteur du projet. Et c'est vraiment, je pense, voilà, le dispositif qui, à mon avis, est un des plus essentiels, des plus importants pour pouvoir répondre à la pratique qui est de vouloir attribuer des jetons et de vouloir motiver et intéresser les salariés sur un projet. Merci beaucoup, messieurs. Un sujet qui a énormément fait parler aussi ces derniers mois / années, c'est le sujet des NFT qui ont fait l'objet d'une adoption exponentielle depuis plusieurs années. Ces nouveaux jetons posent des questions très importantes en matière de fiscalité au niveau français. Et l'association avait notamment en 2022 avec un amendement d'appel, puis en 2023 avec un amendement plus construit, fait des propositions pour adapter la fiscalité des actifs numériques aux NFT. Peut-être en parler un petit peu par rapport à ce qui a été fait au niveau de l'association sur le PLF 2023. Pierre, si tu souhaites en parler. Tout à fait, oui, avec plaisir. Merci Hugo. Je pense que le premier point qui est à retenir et à savoir en tout cas, c'est que la définition telle qu'il a été fait, le Code monétaire et financier actuel, exclurait les NFT des actifs numériques. Donc, à partir de là, à l'heure actuelle, il y a eu une absence de définition de ce qu'est un NFT et donc une impossibilité donc, de le qualifier juridiquement
et de l'attribuer à un régime fiscal spécifique. La deuxième particularité, c'est qu'on a une absence totale d'homogénéité des différents NFT et donc, en fonction des cas d'usage du NFT, on pourrait avoir des régimes spéciaux, des régimes fiscaux bien différents en fonction donc en effet des différents types de cas d'usage. Donc, la première nécessité, ce serait d'avoir une définition du NFT. Une proposition portée par la DAN était d'avoir une définition d'un bien numérique et aussi de mettre en place une classification des NFT qui permettrait ainsi dans certains cas, conserver avoir cette garantie ou réduire cette incertitude juridique et conserver cette neutralisation des échanges entre NFT et actifs numériques qui serait un petit peu qui serait tout à fait comme des échanges entre actifs numériques. Donc, c'est absolument essentiel à l'heure actuelle qu'on ait une définition de l'actif numérique, qu'on ait une classification et un régime fiscal qui soit spécifique. Et c'est aussi, je pense, la complexité des différents du sujet fait qu'on n'a pas, premièrement, c'est que le sujet n'a pas été assez porté ou saisi par l'administration fiscale, mais aussi le gouvernement. Et ça montre en tout cas cette nécessité d'être davantage impliqué pour qu'on réduise cette incertitude juridique et ainsi, je pense, augmenterait significativement les déclarations fiscales et la conformité fiscale sur le sujet. Dorian, peut-être que tu souhaites rebondir un petit peu sur le besoin de granularité qu'il y a autour de la fiscalité des NFT et le flou fiscal qui pèse actuellement sur cette classe d'actifs. Oui, en 2 mots, en synthèse, ce qui compte, c'est vraiment, voilà, c'est qu'on souhaite vraiment avoir une fiscalité qui est alignée, comme on le disait avant, sur le sous-jacent, hein. Dès lors que l'on reste sur un NFT qui est purement sur un sous-jacent numérique, c'est raisonnable d'avoir du coup un régime propre qui serait celui du bien numérique et donc y appliquer le régime spécifique du 150 VH bis dès lors que l'on reste sur des NFT qui sont inscrits sur une blockchain, comme le sont les jetons, sauf que là, ils sont non fongibles, mais ça n'enlève pas que ce qui compte, c'est d'appliquer vraiment une fiscalité qui est propre à ce qu'identifie, à ce que certifie le NFT. Et donc voilà, c'est pour ça que ça méritait d'avoir une granularité, comme tu dis, entre les différents types de NFT, selon ce qu'ils représentent. Merci beaucoup, messieurs, pour ces précisions sur le sujet des NFT. Un autre point qu'on n'a pas abordé toujours sur les propositions de la DAN au PLF sur le sujet des particuliers, ça concerne les dons sur actifs numériques, les dons qui bénéficient de réduction d'impôts traditionnellement, mais il y a un flou fiscal qui pèse sur les dons sur actifs numériques. Donc, peut-être aborder un petit peu le sujet rapidement. Pour en parler, peut-être, je pense qu'on peut voir ça avec Cédric. Alors, la situation qu'on vise, c'est la réduction d'impôt qui est ouverte aux particuliers lorsqu'ils effectuent des dons au profit de certaines associations, des organismes à but non lucratif et plus particulièrement celles qui œuvrent dans l'intérêt général. Il y a une réduction d'impôt qui, pour rappel, est égale à 66% dans la plupart des cas du montant et des sommes qui sont données. Elles sont prises dans la limite de 20% du revenu imposable. Et en fait, cette réduction d'impôt, donc, qui est une source de financement majeure pour les associations, on a une doctrine administrative qui précise, donc ça c'est l'administration fiscale qui, dans un corpus public, a commenté cette réduction d'impôt et a précisé que ça s'applique pour les versements en numéraire de sommes d'argent, mais également pour les dons de biens. Et elle visait à ce moment-là surtout les œuvres d'art, le fait de donner une œuvre d'art à une association. Ça rentre le droit à la réduction d'impôt, mais on s'aperçoit que pour les actifs numériques, donc les actifs numériques sont définis juridiquement comme des biens incorporés, ce sont des biens.
Il n'y a pas vraiment de raison à ce qu'on n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt, mais le service des impôts qui traite des rescrits auprès des organismes à but non lucratif, c'est l'organisme que vont voir ces associations pour demander validation sur la possibilité de délivrer un reçu fiscal qui donnera droit aux contribuables à une réduction d'impôt, précise que les dons d'actifs numériques ne donnent pas droit à la réduction d'impôt. Le motif qui est avancé par ce service, sachant que c'est une position qui n'est pas publiée, hein, elle fait l'objet de rescrits individuels, mais le motif qui est avancé, c'est l'absence de valorisation précise et exacte du don qui pose problème s'agissant d'actifs numériques. Bon, c'est une position qui est assez discutable, hein. On peut éventuellement discuter pour certains actifs numériques qui sont très peu liquides, mais il y a beaucoup d'actifs numériques qui sont très liquides et qui ont même un cours, une valorisation à la seconde. Donc là-dessus, il y a deux approches qu'on peut retenir pour contester cette position. La première, c'est de mettre l'administration face à cette contradiction qui est la possibilité de valoriser des actifs numériques, donc soit par le biais d'une demande de rescrit dont on contesterait la solution, soit alternativement, si jamais cette voie n'est pas envisagée par les associations, on peut tout à fait, et c'est ce qu'on a fait ici, encadrer le don d'actifs numériques par une proposition dans la loi de finances qui viserait à définir selon quelle modalité on pourrait valoriser ce don et confirmer qu'il ouvre droit à la réduction d'impôt. Donc, la proposition qu'on a faite, c'était dans ce sens-là, c'était de prévoir une méthode de valorisation qui viserait à rassurer sur comment on va faire pour s'assurer que les dons d'actifs numériques ouvrent droit à la réduction d'impôt. Donc, cette proposition, elle n'a pas été retenue, ce qui nous pousse à considérer d'autres solutions. Mais il faut savoir que le don d'actifs numériques, maintenant, les associations les acceptent. Ça n'ouvre pas droit à réduction fiscale et c'est un peu dommage. Et surtout, c'est une position qui peut paraître à plusieurs égards injustifiée. Donc, face au développement de ces dons en actifs numériques, cette position est amenée à évoluer. Mais voilà, en l'état actuel, on a une position un peu contestable, mais qui est et dont il faut réagir là-dessus et poursuivre un petit peu la pédagogie pour faire évoluer cette position. Merci beaucoup, Cédric, pour cette précision. Et peut-être, on va aborder la dernière grosse proposition qu'on a pu avoir sur la fiscalité des particuliers lors du PLF, même si on en avait eu d'autres. Elle porte sur la déduction des frais engagés au calcul des plus-values en cryptoactifs. Pour présenter cette proposition, je vais donner la parole à Pierre. Pierre, si tu veux faire. En fait, brièvement, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, les contribuables, pour être capables d'être conformes avec les obligations fiscales liées aux actifs numériques qu'ils détiennent, sont très souvent dans l'obligation de soit faire appel à un professionnel du chiffre, ne serait-ce que pour le calcul ou du droit, ou bien travailler avec des outils spécifiques, des logiciels tiers. Et donc, le fait que les individus doivent engager un certain nombre de frais pour être conformes avec leurs obligations fiscales, un petit peu dans la lignée de l'assistance administrative. Il serait une mesure, je trouve, pertinente, serait d'inclure ces frais issus de ces logiciels ou de ces outils utilisés dans les frais de cession qui sont en fait des frais engagés par l'individu pour être capable de pouvoir calculer ses plus-values correctement et les déclarer. Et une fois de plus, toujours, si on prend un petit peu de recul, les textes et la définition juridique de l'actif numérique est encore récente, elle a quelques années. Je pense le taux de conformité des individus ne fait que de croître, mais reste en tout cas par rapport aux autres classes d'actifs ou bien on peut supposer inférieur. Et donc, une mesure comme celle-ci encouragerait et inciterait les individus, les contribuables français ou autres qui détiennent des actifs numériques à être conformes avec la législation fiscale.
Merci beaucoup, Pierre. Un sujet qu'on n'a pas évoqué aussi, qui portait sur ma proposition, sur le sujet des particuliers, portait sur l'avantage fiscal lors du réinvestissement des plus-values dans les ETI PME. Cédric, peut-être tu veux en parler en 1 minute, simplement pour expliquer la proposition de l'association, même si probablement c'était une proposition qui était moins prioritaire dans les nombreuses propositions qu'on avait pu faire au PLF, mais au moins expliquer l'esprit de cette proposition au Parlement. Oui, alors en 2 mots, parce que ce n'est pas à proprement parler fiscal, c'est l'AMF qui se charge des dossiers d'agrément, notamment PSAN, compte tenu des temps et du délai pour la délivrance d'un agrément. Ce qui a été proposé, ce qui est proposé régulièrement de longue date par la DAN, c'est d'affecter des ressources supplémentaires à ce service. Donc, c'est dans le cadre du projet de loi de finances, mais voilà, ce n'est pas un sujet à proprement parler fiscal. Mais voilà, c'est une proposition qui, on va dire, est nécessaire pour le développement du secteur en tant que tel, et notamment la délivrance des agréments et le traitement par l'AMF. C'était plutôt sur l'avantage fiscal pour le réinvestissement des plus-values dans les PME. Non, pardon, j'en ai parlé. Hein, c'est le pendant de l'apport cession. C'est le pendant de l'apport cession. C'est une réduction d'impôt si on s'engage à réinvestir le produit de cession. Mais ça, je l'ai déjà évoqué en lien avec l'apport cession. Très bien, merci. Donc, au-delà de ça, l'association avait formulé une diversité de propositions à l'attention des professionnels. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on va en détailler une qui porte sur la neutralisation des échanges entre actifs numériques. Donc, peut-être pour la présenter rapidement, Cédric, si tu veux bien, et probablement Axel, tu pourras apporter quelques précisions a posteriori. Oui, donc là-dessus, c'était un régime pour les professionnels, parce qu'il y a une chose qui est très importante et qui est souvent assez mal comprise, c'est que pour les particuliers, effectivement, on a un régime de neutralisation des échanges entre actifs numériques. Ça, c'est quelque chose voilà, qui est assez compris, mais ce que les gens n'ont pas toujours à l'esprit, y compris parfois certains conseils, c'est que cette règle ne s'applique que pour les particuliers, les personnes physiques non professionnelles. À l'inverse, une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou une personne physique professionnelle, dans les règles qui s'appliquent à eux, tout échange d'actifs numériques, c'est une sortie de leur bilan et c'est susceptible de déclencher un profit ou une perte dans leurs résultats taxables. Donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, parce que tout le monde se concentre sur la neutralité des échanges crypto-crypto pour les particuliers, mais vraiment, il faut savoir que ça n'est pas applicable pour les professionnels et que, par exemple, un échange de Bitcoin contre un Ether, ça s'analyse juridiquement en une double opération de vente et d'achat, et donc il y a bien potentiellement un profit ou une perte à calculer à chaque sortie d'actifs, y compris lorsque la contrepartie est un autre actif numérique. Donc ça, c'est un point, voilà, un rappel, je pense, qui est assez important à faire, puisqu'on voit des professionnels qui sont pourtant sensibles sur ces questions-là, mais qui ont encore des doutes ou qui estiment qu'il existe un flou. Ce n'est pas le cas. Sur ce régime, il n'y a pas de flou, il n'y a pas vraiment de position qui conduirait à retenir une interprétation différente. L'administration fiscale est d'ailleurs très au clair là-dessus, tout comme l'autorité de normes comptables. On est assez clair sur le fait que pour un professionnel, un échange d'actifs numériques, c'est bien susceptible de déclencher une imposition. Donc, par rapport à ça, c'est quand même quelque chose qui pose problème à un certain nombre d'activités dans le secteur. Et donc, le régime qu'on a envisagé, c'est justement de prévoir un régime. Mais pour pouvoir l'envisager, il faut évidemment une modification de la loi, parce que, comme je l'ai dit, actuellement, les échanges crypto ne sont pas neutralisés ou exonérés. Et donc, c'est pour ça qu'on a pensé à ce régime qui serait optionnel et qui serait un régime de sursis d'imposition, c'est-à-dire que chaque opération d'échange viendrait être suivie dans un feuillet qui pourrait être un feuillet extra-comptable, et on suivrait par catégorie d'actifs les plus-values latentes, et elle ne serait imposable que lors de la cession, lorsqu'une cession n'aurait pas pour contrepartie un autre actif numérique. Et
on le limiterait à 3 ans, c'est-à-dire qu'après 3 ans, de toute façon, ces sursis seraient réintégrés dans le résultat fiscal et donc imposables. L'objectif ici, c'était de tabler sur un projet sur 3 ans. C'était aussi un peu en lien avec les cycles en matière de crypto. Généralement, en 3 ans, on a l'occasion d'anticiper les flux de trésorerie parce que voilà, le fait d'avoir des impositions à chaque opération d'échange, forcément, ça pose des problèmes pour les activités, notamment de fournisseurs de liquidités, pour les activités sur la finance décentralisée et pour voilà, toute une série d'activités qui nécessitent des échanges parfois assez fréquents et intenses d'actifs numériques. Et donc, voilà. Après, l'objectif, c'est que ce dispositif il soit vraiment optionnel parce qu'il y a beaucoup de projets qui se structurent et qui prennent tout à fait en compte les besoins de trésorerie et les règles actuelles. Et peut-être, à défaut d'en faire une option, qui soit réservée à certaines activités qui pourraient vraiment bénéficier à ce qu'on prenne en compte cette caractéristique des actifs numériques d'être très facilement transmissibles pour voilà, pour avoir un régime spécifique qui leur permet non pas d'avoir un avantage fiscal, mais en tout cas d'avoir un avantage d'avoir un régime vraiment adapté à cette activité. Et pour l'instant, voilà, le régime ne prend pas du tout en compte ces spécificités. Elle le fait pour les particuliers, mais il y a enfin, voilà, ça gagnerait à être étendu dans un fonctionnement, une philosophie différente, mais ça gagnerait à être étendu aux professionnels. Mais en tout cas, vraiment, le message à faire passer, c'est que pour les professionnels, les échanges crypto-crypto, à défaut de changement dans la loi, sont bien des événements taxables. Merci beaucoup, Cédric. Cette proposition sur la neutralisation des échanges crypto-crypto n'était pas la seule proposition qui avait été formulée par la DAN sur le volet professionnel. En parallèle, on avait fait aussi des propositions en lien avec un volet énergétique dans un contexte de crise énergétique en France. L'objectif était aussi de démontrer via un message positif les opportunités offertes par les cryptoactifs / les technologies blockchain dans le cadre de cette transition énergétique, en mettant en place des mesures d'incitation fiscale. Peut-être, Dorian, très rapidement, en 1 minute, 2 minutes, présenter les propositions qu'on avait faites sur ce volet-là. Ça marche, j'ai 1 minute 30 si tu veux. Donc, en fait, voilà, on voulait vraiment mettre en avant le fait que l'industrie, notamment du minage, pouvait être vertueuse dès lors que les énergies utilisées étaient dites vertes, tout en soulignant le besoin de rapatrier cette industrie qui est essentielle pour la souveraineté numérique et qui, pour rappel, est à 40% localisée notamment aux États-Unis. Et pour autant, c'est un peu comme pour la guerre des data centers ou autres, on a besoin d'avoir des validateurs de blockchain en France. Et pour inciter en fait ce rapatriement et puis aussi pour rassurer notamment sur une volonté écologique, on avait soumis donc 3 propositions qui étaient conditionnées à des engagements écologiques. La première, donc, c'était une déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement pour la transformation numérique, notamment l'achat de supercalculateurs, comme le sont en fait les processeurs qui permettent le minage. Donc une déduction à hauteur de 40% du prix d'achat qui est immobilisé, à condition voilà, que l'entreprise qui exerce le minage le fasse en répondant à des critères du type norme ESG, source de l'énergie verte. Pareillement, notre proposition était d'avoir le taux réduit de taxes dite TICFE sur l'électricité dont bénéficient d'autres industries électro-intensives et numériques comme les data centers par exemple, pareillement en conditionnant ce taux réduit de TICFE à des engagements écologiques. Et enfin, un dernier, un crédit d'impôt qui permettait, qui était vraiment lié, lui, à l'achat de matériel qui permettent donc de faire un minage vert. Donc voilà, c'était vraiment une volonté de ramener cette industrie qui est indispensable à la souveraineté numérique, tout en préservant les engagements écologiques derrière. Merci beaucoup, Dorian, pour cette présentation rapide. Donc, en parallèle des propositions sur le volet particulier professionnel, l'association avait fait des propositions générales plutôt au service du secteur, avec une proposition visant à créer un rapport gouvernemental sur les cryptoactifs et une autre visant à augmenter la dotation des autorités de régulation afin de renforcer les équipes en charge du traitement des dossiers de SAN. Donc la deuxième a déjà été évoquée par Cédric, je pense qu'on ne va pas repasser dessus, c'est une mesure qui est moins fiscale, mais peut-être sur l'esprit de la
première proposition générale qui vise à créer un rapport gouvernemental. Est-ce qu'Axel, tu veux en parler assez rapidement? Alors effectivement, sur le rapport gouvernemental, en fait, il y a évidemment une incompréhension, une difficulté d'application, et c'est notamment pour un nombre assez important de dispositifs fiscaux qu'on a évoqués aujourd'hui et qui devraient faire l'objet d'amendements. En fait, on sait aujourd'hui que tant pour l'administration que pour les particuliers, il est extrêmement difficile de suivre ce qui se passe dans le monde crypto. Et le régime de plus-value sur actifs numériques ne participe évidemment pas à la simplification de ce régime. Donc, l'idée, en fait, c'est justement de pouvoir faire un état des lieux complet des difficultés rencontrées par les différents utilisateurs d'actifs numériques, pour avoir un débat peut-être un peu plus apaisé sur les propositions formulées par la DAN sur l'évolution de la fiscalité. Parce qu'aujourd'hui, vous aurez bien compris que la fiscalité liée aux actifs numériques est certes assez novatrice en France. D'ailleurs, on peut féliciter le législateur français d'avoir été un des premiers pays dans le monde à adopter une législation un peu plus claire sur les actifs numériques, mais qu'elle est encore largement en cours de construction et qu'elle doit évoluer pour prendre en compte ce secteur en pleine explosion. Merci beaucoup, Axel, pour cette présentation rapide de notre proposition générale pour le rapport gouvernemental. Donc, on constate à l'issue de ce PLF 2023 maintenant qui est achevé que ce n'était pas le PLF de l'innovation, qu'il y avait d'autres priorités sur la table au sein de nos institutions. Dorian, toi qui étais vraiment au cœur des travaux de l'association sur le sujet en tant que responsable des affaires fiscales de la DAN, peux-tu nous détailler comment l'issue compris nos propositions dans le cadre du PLF et de tout ce qu'on a apporté sur le sujet crypto, et aussi ton ressenti à l'issue de ces débats? Malheureusement, donc, les propositions qu'on a présentées là n'ont pas abouti. Elles ont quand même été représentées tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Ce que l'on peut reprocher, euh, en restant bien sûr un peu sur la réserve, c'est parfois le manque qu'on a eu de dialogue au sein de l'hémicycle. On n'a pas eu des débats qui ont été euh, très riches sur les raisons de refuser nos amendements, nos propositions. Voilà, il faut comprendre qu'il y avait un contexte qui était particulier. Donc, le sentiment, honnêtement, hein, s'il faut le dire franchement, c'est un peu de frustration. Mais on a quand même conscience qu'il y a un besoin d'avoir une diffusion de la connaissance au sein de toutes les parties prenantes, notamment dans l'hémicycle, sur le sujet. Et c'est pour ça que le rapport qu'on demandait du gouvernement au Parlement pour faire un peu un état des lieux de la fiscalité nous paraît indispensable pour avoir des meilleurs échanges ensuite avec nos interlocuteurs, pour que nos mesures soient mieux comprises euh, et afin que la fiscalité puisse vraiment appréhender les pratiques réelles qui se font aujourd'hui et qui ont évolué depuis 2019. Merci beaucoup, Dorian. Désormais, la question qu'on peut se poser, c'est qu'attendre du futur de la fiscalité des actifs numériques en France, parce qu'il reste encore finalement beaucoup de choses à faire, même si ça a été évoqué par vous tous. La France a quand même une longueur d'avance sur beaucoup de pays en matière de fiscalité des actifs numériques, puisqu'on s'est positionné très tôt sur le sujet. Dès 2014, ça a été évoqué par Dorian. Le cadre fiscal qui s'applique aujourd'hui est quand même relativement fourni, même s'il y a effectivement encore beaucoup de flou. À l'aune de tout ce qu'on vient de dire, quels sont selon vous les points prioritaires qu'il faudra pousser dans le futur, tant au niveau français qu'européen? On sait qu'il y a aussi des discussions qui se font au niveau européen avec DAC8. Peut-être je vais laisser la parole directement à Dorian sur le sujet pour en discuter et puis procéder à un peu de prospective sur le sujet, sur les points d'amélioration prioritaires qui restent à aboutir concernant la fiscalité française des actifs numériques? Oui, alors pour commencer, c'est vrai que là, on a parlé de fiscalité française, mais il y a un enjeu qui est un peu supranational, qui est celui européen. On sent qu'il y a des travaux qui sont faits au niveau de l'Union européenne et qui invitent à avoir une certaine harmonisation de la fiscalité
déjà au sens large. On a eu plusieurs directives en matière de coopération administrative qui visent à lutter contre une concurrence dommageable entre les États et donc à avoir moins de distorsions possibles. Pour autant, on voit que au sein de l'Union européenne, chaque État en fait fait des lois qui sont différentes en matière de crypto. On a vu voilà, le Portugal, l'Italie qui ont mis à jour récemment leurs lois nationales. Et pour autant, on a une volonté d'uniformisation dans les régimes fiscaux applicables aux cryptoactifs. Ça a été demandé au niveau européen. Et puis on a en même temps aussi, au-delà de l'uniformité, on va dire, du droit au sein de l'Union européenne, une volonté aussi de l'encadrer et de lutter contre ces dérives avec notamment la DAC 8, afin d'avoir un reporting, on va dire, des portefeuilles détenus par les particuliers. Donc voilà, on a une volonté quand même d'harmoniser au niveau, au-delà de la France, la fiscalité des cryptoactifs, faire en sorte qu'elle soit, on va dire, saine au sein de l'Union européenne. Et ensuite, au niveau français, en attendant qu'il y ait une harmonisation, bien sûr, c'est de continuer à vouloir mettre en œuvre ces propositions dont on a discuté tout à l'heure, parce que le régime actuel s'applique seulement en particulier, il date de 2019. L'innovation, les pratiques évoluent constamment, et donc il faut que continuellement le droit essaie d'appréhender au mieux ces différentes pratiques. Merci beaucoup, Dorian. Je me tourne maintenant vers les autres panélistes. Peut-être Pierre, pour commencer, quel est, selon toi, les sujets fiscaux prioritaires qui restent à améliorer sur la fiscalité en France, qu'on va pousser pour le prochain PLF, et comment vois-tu le futur de la fiscalité des actifs numériques? Déjà, si on prend le cadre et quelle était la volonté initiale du régime fiscal des actifs numériques, donc du régime des plus-values en actifs numériques, c'était vraiment dans une logique issue de la génération d'une plus-value lors d'une activité de trading, alors qu'on voit qu'aujourd'hui, les actifs numériques ne sont pas uniquement du trading, mais il y a des générations de revenus passifs, on a parlé tout à l'heure des NFT, un certain nombre d'autres types d'actifs numériques et de revenus passifs ou de revenus DeFi qui doivent être inclus. Donc, en fait, ce régime fiscal, il est évident qu'il se doit d'évoluer et de prendre en compte ces nouveaux usages. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est tant au niveau français qu'au niveau européen, c'est que le sujet est de plus en plus soumis au débat, en assemblée ou non. On voit que le législateur commence aussi à mieux se structurer, d'ailleurs, tout comme le secteur. Il est évident que les deux ont besoin de s'outiller, de mettre en place ces nouveaux standards de reporting, c'est aussi d'avoir de nouveaux processus. Et donc, je pense qu'on peut que encourager ces mesures. Je pense aussi à DAC 8, je pense aux mesures au niveau européen, qui permettront d'avoir un secteur qui initialement était beaucoup plus concentré et tourné vers l'innovation, donc où tout a été possible et beaucoup de choses se sont créées, à maintenant quelque chose qui se régule et en espérant qu'on ait un maximum de lois qui soient spécifiques aux actifs et à leurs propriétés et qui permettent d'avoir quelque chose qui soit constructif et qui favorise à ce que on continue à avoir de l'innovation et que ce ne soit surtout pas bloqué. Je pense que c'est exactement ce qu'on peut souhaiter, en tout cas, tant au niveau national qu'au niveau européen. Merci beaucoup, Pierre. Cédric, je me tourne désormais vers toi. Qu'attends-tu du futur de la fiscalité des cryptos en France? Oui, moi, je dirais que de toute façon, le droit applicable, il aura toujours un coût en retard par rapport à la pratique. Et ce qu'il faut pour faire évoluer le droit applicable dans le bon sens, c'est des projets qui vont correctement se structurer, c'est-à-dire prendre en compte toutes les problématiques, aller faire éventuellement des démarches auprès de l'administration fiscale, d'aller contacter Bercy pour présenter, particulièrement lorsqu'on est sur des modèles économiques ou des schémas particulièrement innovants. En fait, il faut faire ce travail qui est à la fois un travail de pédagogie, mais également de sécurisation des positions. On a maintenant de plus en plus d'interlocuteurs en face qui se plongent dans ces sujets et qui apportent des réponses
souvent satisfaisantes, ou en tout cas qui aident à diriger la réflexion. Mais pour faire évoluer les choses, il faut voilà, des projets qui vont vraiment pas chercher à dissimuler, mais au contraire plutôt à se structurer de la façon la plus adaptée au regard des textes qu'on a, et en montrant les difficultés qu'on a, et en faisant de cette façon bouger un peu les lignes. Je vais prendre un exemple. Pour moi, c'est la DAO, l'organisation autonome décentralisée. C'est généralement un smart contract qui permet énormément de choses d'un point de vue technique entre différents membres qui veulent mettre des ressources en commun. Actuellement, on a des lourdeurs liées au cadre juridique dans lesquels on va inscrire une DAO, mais en fait, à partir du moment où on va avoir des cas d'usage, où on va réussir à démontrer l'utilité, les avantages techniques que ça représente, plus ça va se développer, plus on aura d'arguments de légitimité pour après demander un cadre juridique qui va répondre à ça, et donc peut-être à terme une forme juridique adaptée. Si à l'inverse, en fait, cette utilité n'est pas démontrée et qu'on n'arrive pas à convaincre sur l'utilité, les fonctions, la valeur du projet, en fait, il n'y aura pas de raison de modifier le cadre légal. Mais quand on est convaincu de la valeur d'un projet, je pense qu'au contraire, il faut le porter et le structurer. Et de cette façon, on va faire évoluer le cadre. On voit déjà des avancées, certes, qui peuvent paraître un peu longs, mais c'est aussi le temps que les pratiques se développent, que la technologie réponde à des véritables enjeux et des véritables besoins. Merci beaucoup, Cédric. Et enfin, je vais me tourner vers toi, Axel. Je pense que ton argumentaire va aller forcément dans le sens de tes prédécesseurs, mais qu'attends-tu du futur de la fiscalité des cryptoactifs de ton côté? Quels sont les points prioritaires aussi? Alors moi, j'ai des attentes relativement faibles et relativement élevées en même temps, en fait. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, et ça, c'est dans le prolongement de la proposition bien numérique qui a été avancée par la DAN, aujourd'hui, ce qui est important de faire, à mon sens, sur la fiscalité, c'est déjà de clarifier ce qu'on taxe et comment on le taxe et comment on le qualifie. Évidemment, tous les régimes fiscaux nécessitent des qualifications précises pour être mis en œuvre. Et je vais rebondir sur la notion de NFT dont on a évoqué tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, on voit bien que dans la pratique de l'autorité des marchés financiers, pour des questions de surcharge de travail, enfin de charge de travail relativement importantes, qui sont déjà complètement accaparées par les dossiers de demande d'enregistrement PSAN, ils ont tendance à exclure les projets NFT, notamment au motif que les jetons doivent plutôt concerner des droits personnels et non des droits réels. Distinction qui n'est pas présente dans le code monétaire et financier, qui n'est évidemment pas présente donc par renvoi dans le code général des impôts. Ce qui va faire que on va avoir deux optiques relativement divergentes. D'un côté, l'AMF qui va vouloir restreindre le champ d'application des actifs numériques pour faciliter son travail. De l'autre côté, l'administration qui va vouloir étendre le champ d'application des actifs numériques pour inclure les NFT, parce qu'il serait extrêmement compliqué aujourd'hui de retracer les opérations qui génèrent une imposition si on est dans une cession d'actifs numériques contre un NFT qui ne serait pas considéré comme un actif numérique. Une des méthodes pour résoudre ça, justement, c'est de ne plus faire référence à la notion réglementaire d'actifs numériques, mais d'avoir une définition autonome. L'autonomie du droit fiscal, c'est quelque chose qui est connu et qui est largement reconnu même dans notre secteur. Donc, plutôt que d'avoir une même notion qui ferait l'objet d'une interprétation différente en matière réglementaire ou en matière fiscale, il me semble absolument impératif aujourd'hui d'avoir une définition fiscale qui soit propre. Sur le reste, je pense que ça passe évidemment largement par la clarification de certains types de revenus qui seraient perçus en crypto, en tout cas tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto, et d'une manière plus générale, la clarification de certaines notion notamment de requalification des traders professionnels habituels et la clarification et l'augmentation du dialogue avec les administrations fiscales pour limiter le risque pour les contribuables français. Merci beaucoup, messieurs, pour tous les éclairages que vous avez apportés durant 7h30 quasiment.
Je pense qu'on a été assez exhaustif sur le cadre fiscal actuellement en vigueur, toutes les propositions qu'on a pu faire sur ce dernier PLF, l'étendue des débats qu'il y a eu et les next steps à aborder avec les points prioritaires à essayer de résoudre concernant les flux fiscaux actuels en France. Donc on va désormais passer à une petite série de questions-réponses. Donc, j'ai regardé un petit peu le chat et les questions qui ont pu être posées. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui demandaient si le rapport gouvernemental avait déjà été voté et sinon, quand aurait lieu le vote. Donc, je pense qu'il y a peut-être un besoin, et sur ça, je pense que je vais sûrement donner la parole à Dorian, de rappeler rapidement quand se sont finis les débats, qu'est-ce qui s'est passé sur ce rapport gouvernemental et quand est-ce qu'on pourra le reproposer. Pardon, désolé, j'étais mute. Donc non, ce rapport pour l'instant n'a pas été, pour l'instant n'a pas été retenu dans le cadre du PLF pour 2023. C'était une de nos propositions, bien entendu, comme on l'a expliqué. Ensuite, on aura l'occasion, le plus tardivement possible, serait dans le prochain PLF, mais peut-être dans la finance rectificative pour le reproposer. Tout dépendra en fait des occasions que l'on a pour en rediscuter. Est-ce que le gouvernement se saisira tout seul de ce rapport, de cette demande? Dans notre contexte, on le verra. En tout cas, non, ce n'est pas au titre du PLF pour 2023, ça n'a pas été retenu. Et donc, les débats ont pris fin en décembre. Voilà pour cette question sur le rapport. Merci beaucoup. Dorian, j'ai aussi vu des points passer par rapport à la ley Bitcoin au Salvador et sa qualification en tant que monnaie macro-légale, les implications fiscales que ça pourrait avoir sur sa définition en tant que monnaie ou non. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite donner son avis personnel sur ça, sachant que l'association n'a pas pris de position publique à ce stade sur le sujet. Oui, moi j'ai un commentaire à faire, hein. Il faut être assez prudent et assez mesuré, hein, sur la qualification de Bitcoin en tant que devise. Il faut savoir que ce n'est pas la position de l'administration, que ce soit en cas de contrôle ou dans le cadre de sollicitation. Ce n'est pas la position de l'administration, ce qui veut dire que si vous avez un contrôle et que vous soutenez cet argumentaire, vous pourriez être redressé tout simplement, enfin, selon évidemment le bénéfice que vous en tirez ou pas, l'avantage fiscal que vous en tirez ou pas. Après, les chances de succès d'une telle contestation devant un tribunal administratif, je considère qu'elles restent incertaines. Oui, il y a une imprécision dans la loi, hein. Il y a la définition qui est effectivement imparfaite, la définition des actifs numériques. On pourrait penser que le Bitcoin, dès lors que ça devient une devise dans un État souverain, ça ne devient plus un actif numérique parce que la définition comporte des éléments négatifs. Mais de là à dire qu'un juge administratif vous donnera forcément raison, je pense qu'il faut avoir un peu plus de prudence et de mesure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'administration fiscale, dans une phase précontentieuse, a de fortes chances de ne pas être d'accord avec vous. Donc, voilà, soyons prudents sur le fait de dire que le Bitcoin est nécessairement une devise. C'est simplement un appel à plus de mesures sur ce point. Je me permets un commentaire additionnel. Ce n'est pas parce que le Bitcoin serait éventuellement une devise que ce ne serait pas non plus un actif numérique. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'existe pas de régime fiscal spécifique aux devises dans le Code général des impôts. Donc, une éventuelle imposition d'une devise relèverait de la catégorie des plus-values sur biens meubles. Donc, la vraie question en fait, à se poser, c'est savoir, vu que le Bitcoin remplit aussi potentiellement la définition des actifs numériques, mais on n'est pas forcément tout à fait enfin, pour moi, ça pourrait être une devise en fait reconnue euh, par des États étrangers, déjà sans que ce soit une devise au sens français. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, la définition des actifs numériques, elle est relativement large. Le Bitcoin est bien un actif, un bien meuble, en fait. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que les actifs numériques relèvent, et ça, c'est plus général que la notion de devise, est-ce que les actifs numériques sont une catégorie fiscale plus spécifique que celle des plus-values sur biens meubles, ou à l'inverse, les plus-values sur biens meubles sont une catégorie plus spécifique que celle des actifs numériques. À mon sens, Bitcoin, enfin les actifs numériques, seraient plutôt une catégorie spécifique dans le cadre
peu surveillable, sinon on enlèverait toute la substance du régime de plus-value sur actifs numériques. Donc non, faut être tout à fait, à mon sens, modéré. Effectivement, la reconnaissance en tant que devise dans un autre pays n'emporte pas forcément reconnaissance en tant que devise en France. C'est des questions de souveraineté, en fait. La déclaration d'indépendance d'un pays étranger, en fait, n'emporte pas forcément reconnaissance de ce pays par la France. Donc, il y a une certaine... voilà, faut toujours mettre l'accent sur la souveraineté de la France, sur la reconnaissance de ce qui se passe à l'étranger. Ce sont des faits juridiques et non pas des actes, en fait, ce qui se passe à l'étranger. Voilà, c'est surtout cet élément-là que je voulais mettre en avant. Merci beaucoup, messieurs. J'ai aussi une question de Guillaume qui se demande si dans le cadre des levées de fonds, quelle est la fiscalité qui est susceptible de s'appliquer aux investissements réalisés en crypto/stablecoins. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre le sujet. Oui, je peux répondre. Alors, il faut peut-être préciser un peu de quelle situation on parle quand on parle de levée de fonds. Est-ce qu'on parle d'investissement, par exemple, dans une émission de jetons, ou est-ce qu'on parle d'investissement, c'est-à-dire le paiement réalisé en crypto? Si c'est simplement l'acquisition de jetons, de crypto, on parle souvent de levée de fonds, hein, mais en fait, la qualification juridique, c'est une vente de biens. Mais comme c'est destiné à financer un projet, on parle de manière un peu impropre de levée de fonds. Bien, la fiscalité, c'est la fiscalité liée à simplement l'acquisition d'actifs numériques. Et donc, pour un particulier qui procéderait à de la revente par la suite, on est bien sur la fiscalité du 150 BH bis sur les achats revente d'actifs numériques réalisés par un particulier. Donc, je ne vais pas revenir sur la formule de calcul qui est très spécifique et un peu complexe, mais globalement, la flat tax sur la plus-value, mais étant bien précisé que ça s'apprécie sur la valeur globale du portefeuille. Mais voilà, peut-être après préciser un peu la question, mais en tout cas, si c'est voilà, des investissements par l'acquisition de jetons, ce serait plutôt ça la fiscalité. Mais ça peut aussi recouvrir différentes réalités. Si on parle de l'acquisition de titres par un paiement de jetons, c'est encore une autre réponse. Voilà, toujours bien s'assurer que en cas d'investissement en stablecoin ou autre, on soit bien dans un investissement où la contrepartie remplit bien la qualification d'actif numérique. À partir du moment où la contrepartie, donc ce qui est accordé par l'entreprise qui lève des fonds, ne remplit pas la qualification fiscale d'actif numérique, dans ces cas-là, on ne sera pas dans ce cadre de sursis des échanges crypto-crypto et on aura un fait générateur d'imposition au moment de l'investissement en stablecoin. Merci beaucoup, messieurs, pour ces précisions. Donc, je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les principales questions qui pouvaient se poser. Je vais me tourner une dernière fois vers vous. Si par rapport à tout ce qui a pu se dire dans le chat, vous souhaiteriez rebondir sur un point. Si tel n'est pas le cas, on pourra continuer ce webinaire. N'hésitez pas. Très bien. Ben, écoutez, je n'ai plus qu'à vous remercier pour, pour toute l'expertise que vous avez pu apporter aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Si vous souhaitez nous contacter, notre adresse est aussi disponible ici. Le prochain webinaire aura lieu dans 2 mois. On n'a pas encore annoncé la thématique sur laquelle il portera, mais n'hésitez pas à nous suivre et vous aurez l'information très rapidement. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.